à recevoir ces gens. Donc, vous posez un problème, comment la sélection a été faite. Grosse entreprise. Voilà. Mais moi, j'ai reconnu personne. Hein? Qui sont là, qui auraient pu. Peut-être que il y en a qui se sont fondus dans la masse que nous n'avions pas vue. C'est que le chef de l'État veut finir en beauté son mandat. Donc, il a voulu discuter avec eux parce que beaucoup se sont plaints. Qu'on ne se trompe pas, ces opérateurs se plaignent. Et là aussi, ce n'est pas tout le monde. On a sélectionné, on ne peut pas inviter tout le monde. Mesdames et messieurs, amis de Boost des Ondes, bienvenue dans votre émission Free Speech. Free Speech qui aujourd'hui va sortir un peu des arcanes de la politique et s'intéresser au transport. Les chargements hors gabarit dans notre pays sont sanctionnés par la loi numéro 2011-713 du 21 octobre 2011. Cette loi a prévu donc des sanctions en matière de chargement hors gabarit, mais force est de constater que ces camions qui sortent du port, ces camions qui quittent les grands magasins continuent d'abîmer nos chaussées. Nous allons nous y intéresser en long et en large dans cette émission, mais à côté de cela, nous allons parler de la rencontre du chef de l'État avec quelques patrons d'entreprises, quelques chefs d'entreprise du Bénin. Cette rencontre a eu lieu dans une ambiance conviviale. Nous en parlerons ici. Que peut-on donc attendre de cette rencontre? Interrogation tout entière. Et puis, nous approchons inexorablement la date butoir à laquelle on ne pourra plus toucher aux tests qui gouvernent les élections au Bénin. À l'approche donc de cette date, que font les hommes politiques, que font les décideurs à différents niveaux pour pouvoir donc ramener la balle à terre? La question reste tout entière et nous allons en parler dans ce numéro. Moïse Soudé, bonjour. Bonjour à vous, Valentin, bonjour à toutes et à tous, et bonjour à tous ceux qui prennent la peine de nous suivre et qui nous appellent pour leur faire des commentaires, ceux qui nous encouragent, je leur dis merci, ceux qui ont tendance à nous décourager, je leur dis merci, ainsi va la vie. Voilà, nous allons dire merci spécial à Sourajou Oussa qui nous a donc fait signe de la Belgique pour nous parler un peu des questions liées au transport. Monsieur Sourajou, merci de nous suivre. Nous allons également dire merci à tous ceux qui nous suivent de la Guinée équatoriale, d'où il y a eu des réactions également au cours de la semaine. Merci à vous d'être intervenus à travers vos commentaires dans l'émission. Et aux autres qui peuvent aussi, ils peuvent opiner dans cette émission, ils peuvent donc laisser leurs commentaires. Et je pense que les plus importants seront relevés et ramenés dans ce programme. Landry Wetton, bonjour. Bonjour, Valentin Dubocha, Alphonse Moïse Soudé, bonjour, je suis en pleine forme. Aujourd'hui, oui, je le dis comme ça parce que voilà, quelques jours avant, ce n'était pas la grande forme, mais aujourd'hui, je rends grâce à l'Éternel des armées qui pourvoit à tous nos besoins, aussi la santé. Je dis merci, comme vous, à tous ceux qui nous suivent, et même ceux qui sont chez nous ici, c'est-à-dire au pays, et qui relaient souvent nos interventions, nos opinions. Il y en a qui maladroitement nous font des remarques. Et bon, comme l'a dit Moïse Alphonse Soudé, c'est cela qui fait, comment dirais-je, la contradiction. La contradiction. Donc nous ne sommes pas contre cela. Tout ce que nous disons ici, c'est juste que cela se fasse dans les règles de l'art, en toute courtoisie. Nous avons nos opinions, eux, ils ont leur opinion. C'est la différence qui crée l'homme, comme on le dit. Je me rappelle de tous les débats qu'il y a eu, les commentaires quand on a parlé des démocrates. Il y a eu tellement de commentaires. Il y en a eu tellement, il y en a même qui ont pensé nous saper le moral. Non, mais c'est tout à fait normal parce que vous savez, il y a beaucoup qui ne comprennent pas qu'il faut fouetter les démocrates pour les réveiller parce que là, de ce côté, ça dort un peu et il va falloir donc forcément que la machine se lève pour se... Non, mais malheureusement, vous savez, quand on parle des partis de la mouvance, les gens sont contents, ils sont très contents, ils nous encouragent. Il a fallu qu'on égratigne un peu les démocrates pour que bon, la boîte de Pandore soit ouverte. Ainsi, voilà, la démocratie, si vous acceptez les critiques vis-à-vis des autres, acceptez aussi que vos idéaux soient critiqués de temps en temps. C'est pour leur permettre, c'est pour les réveiller parce que ça dort, il faut que ça se réveille. Absolument. Et puis l'autre chose, c'est que là, les gens, il y en a d'aucuns ont cru qu'on est entre-temps des démocrates, mais nous, on n'est pas d'un parti politique. Nous sommes des objecteurs de conscience, nous sommes des analystes politiques
Et donc, on peut analyser ce qui se passe au sein des démocrates sans crainte d'avoir les mots de tête après l'émission. Ça, c'est clair. Si on parle, par exemple, du chef de l'État, de ses actions, on critique, parfois on encense, on fait tout ça. C'est ça l'analyse politique. Mais je crois que dans ce Gotha politique, il y en a quand même qui sont réfléchis. Hein. Absolument. Et même lorsque vous critiquez les actions du chef de l'État, il y en a qui sont mouvanciers, qui vous voient et qui disent on est d'accord avec ce que vous dites, c'est bien, ça nous permet de régler, d'améliorer. Il y en a aussi au sein des démocrates, après cette émission, qui nous ont dit on a vu, vous nous avez pas fait cadeau, hein, bon, c'est pas grave, c'est de bonne guerre, mais il y en a qui comprennent rien de rien, mais qui sont là, bon, c'est juste parce qu'on ne doit pas parler de ça, il faut pas. Bref, nous sommes droits dans nos bottes et puis ce que nous avions à dire, nous allons le dire. Et comme je le dis souvent, nous ne sommes pas là pour faire tomber des citadelles. Nous sommes là pour construire la République. Et la République, ce n'est pas sans le parti, les démocrates. Voilà. Si tant est qu'on est d'accord que l'on doit pouvoir dire que le chef de l'État a bien fait ceci, ceci n'a pas été bien fait, que l'on souffre aussi et qu'on dise aussi qu'au sein des démocrates, il y a des choses qui ne vont pas ça. C'est déjà un débat qui est derrière nous. Il doit s'ouvrir, qu'on dise que, par exemple, qu'au sein des démocrates, les rangs ne sont pas bien serrés, la machine ne tourne pas rond et tout le reste. Ça, ils doivent l'entendre et voir si ça peut les amener à améliorer quelque chose, c'est bien. On a bien parlé de l'UPR ici, en long et en large, du BR ici, en long et en large, de Moël Bénin. Voilà. Doit s'ouvrir. Et puis là, avant que vous ne reveniez sur votre remarque, je voudrais quand même remercier le ministre Donato, parce qu'entre-temps, on a évoqué cette question de mauvaise circulation sur nos routes, de chargement hors parc et tout ça. Et je pense que là, le ministre, il a refouetté la loi 2011-713 du 21 octobre 2011. Oui. Et là, actuellement, il y a une opération qui est en train d'être lancée pour de Cotonou jusqu'à Malanville, hein, du nord au sud, de l'est à l'ouest, sur toute l'étendue du territoire national, pour pouvoir réglementer un tant soit peu ces chargements-là. Mais ce qui est regrettable, on va revenir sur ça certainement au cours de cette émission, c'est que les camions partent de Cotonou, partent de Porto-Novo, et donc dans les grands magasins, et donc on a dû voir des policiers sur la route, on a vu des gens qui étaient là au chargement et tout le reste, mais on n'a pas forcément le résultat escompté, et ça, ce n'est pas intéressant. On espère que cette opération qui a été lancée va porter ses fruits. Mais avant, voici le coup de gueule de Landry. Oui, mais avant mon coup de gueule, je voudrais aussi, si vous le permettez, c'est bon, coup de gueule, grogne, vous prenez ça comme vous voulez. Mais avant, je voudrais, juste dans la veine de ce que vous avez dit tout à l'heure, rappeler ou informer déjà à tous ceux qui nous suivent que nous aurons une série d'émissions sur ce plateau où on aura se pencher sur les enjeux de 2026. On aura passé au crypte, comment dirais-je, toutes les circonscriptions électorales de la première circonscription électorale jusqu'à la 24e circonscription électorale. Et donc que les gens restent tranquilles, on ne fera pas un débat dans le vent, ce ne sera pas un débat dans le néant. On aura réellement à voir les forces et faiblesses des entités qui seront dans le starting block pour pouvoir, pour peut-être prétendre être, comment dirais-je, au sommet, diriger notre pays ou peut-être siéger au sein de l'Assemblée nationale. Mon coup de gueule ce matin, c'est un sujet qui certainement vous tient aussi à cœur et tient à cœur à tous ces milliers d'abonnés de ce réseau GSM. Qui aujourd'hui, il nous prend pratiquement au collet lorsqu'il nous rencontre dans la rue. Moi, j'ai subi la dernière fois des invectives de ces gens. Ah, vous venez parler de la route, c'est bon, vous voulez parler de ceci. Mais pourquoi vous ne parlez pas de l'augmentation des 25 francs comment dirais, des transactions sur le mobile money au niveau de MTN? Nous en souffrons. Et j'ai dit, mais ok. Moi-même, j'en souffre. C'est tant que j'en souffre que vous en souffrez. Nous allons porter le débat. Ce sera notre grogne aujourd'hui pour que les dirigeants de ce réseau sortent pour nous dire de quoi relève, à quoi cela rime cette augmentation. On n'a pas été préparé, du moins on nous a largué des messages laconiques sur nos portables. Et après, on passe à la phase. Mais je me suis posé la question de savoir qui est coupable, qui porte cette réforme-là, sans que nous, on ne soit vraiment impliqués. On veut comprendre ce qui se passe. Moi en tout cas, je veux comprendre. Et au nom de ceux-là qui, moi,
arrêté la dernière fois pour me poser la question comme si je travaille pour le réseau MTN, je ne suis pas au réseau MTN, je ne suis pas de la CEP, je ne suis pas à la banque à la BCAO non plus, et rien de tout ça. Mais il me pose la question, dites quelque chose, nous on veut savoir ce qui se passe. Est-ce à dire que demain encore on va se lever pour dire, bon, au lieu de 100 francs, au lieu de 125, puisque c'était à 100 francs, c'était déjà difficile, parce que pour prendre 5 000 francs, il faut sortir 100 francs pour prendre 5 000 francs. Maintenant, c'est 125. Et ça dit que demain, il peut passer à 200 francs comme ça, et puis on ne nous dira rien, personne ne va se lever, on ne comprendra rien, et nous, on sera là comment dirais-je, à avaler tout cela. À subir. Donc, moi, je crois, dans la dynamique, on a essayé de... moi, j'ai essayé... de me rapprocher de ces structures qui, pour nous, sont des structures qui sont à même de pouvoir réglementer ce secteur. C'est l'ANSEP. On nous a expliqué un peu comment ça se passe. Il y a des lois qui contrôlent le secteur. Pour lancer un produit, il faut informer la BCAO. C'est ce qu'on nous a dit, il faut informer la BCAO 30 jours avant de lancer le produit. Et lorsque il y a augmentation, change les tarifs, il faut aussi informer la BCAO au plus 30 jours après, quand on l'a... Vous aurez déjà changé quand même. Ils auraient déjà changé. Et donc, c'est dit que ce n'est pas... Moi, j'ai pensé un instant que c'était l'ARCEP, au fait, qui était le responsable de ces changements de prix et de tout ce qui se passe. Mais j'ai fini par comprendre que c'est la BCAO. Et maintenant, que MTN, les responsables de la société Mobile Money SA, sortent, parce qu'on nous a dit aussi que ce n'est pas MTN au fait, mais qu'il y a une autre société qui relève du grand groupe et que on appelle la société Mobile Money SA, et qui c'est cette société qui est dans le giron de Spastel ou je ne sais pas quoi, et qui c'est cette société qui émet les monnaies électroniques, parce que ce que nous faisons pas nos portefeuilles électroniques, c'est-à-dire nos portables, c'est des monnaies électroniques que nous allons prendre après et tout. Donc l'un dans l'autre, c'est un coup de gueule. Et c'est important parce que la population en souffre. Vous ne pouvez pas faire des mutations comme ça sans quand même préparer ceux qui ont ces portefeuilles-là. Et tout le monde, personne ne dit rien, tout le monde est là. Et on gobe, et puis demain, quand ça va passer à 200 francs au lieu de 125, on va encore subir. Je crois qu'il faudra faire un débat profond. Et les responsables, si vous le permettez, que les responsables de cette société sortent pour nous dire de quoi relève, qui a autorisé ça, et qui doit normalement réglementer ce secteur-là. De toute façon, on est entré en contact, on a essayé de contacter le DG de MTN Mobile Money SA, un certain monsieur Soglo, juste là, c'est l'omerta, il n'y a pas encore de réponse, je pense qu'on l'a... Si on respecte un peu la clientèle, il faut quand même sortir. Et c'est normal que lorsque les médias viennent à vous, c'est pour porter la voix de ces milliers de clients. Ils ont plus de 2 millions, 3 millions d'abonnés à ces services-là, et donc il va falloir forcément que MTN Mobile Money SA puisse réagir et répondre à nos interrogations. Moïse Soudé, quand ça tombe sur vous comme ça un matin, vous, en tant qu'objecteur de conscience, qu'est-ce que ça vous fait? Écoutez, c'est un manque de respect de la part de MTN. C'est mon argent. Quand vous voulez faire des augmentations, d'accord, c'est qu'il y a des règles qui résistent le principe. Et le client, quand même, ayez l'amabilité de dire au client que désormais, nous allons faire une légère augmentation. Bien sûr. C'est son argent. Mais j'ai juste constaté que quand vous voulez déposer votre argent, que ce soit sur ces portefeuille électronique ou bien à la banque, on ne vous pose aucun problème. On prend facilement votre argent. À la banque, même on vous crée un couloir. C'est ce que je dis. Un couloir. On vous prend facilement votre argent. Et quand vous voulez sortir votre argent, ça pose problème. Et je profite du coup de gueule de Landry pour dire qu'il faut qu'elle sorte pour nous expliquer. Nous ne sommes pas des briques de 15 qu'on va massacrer. C'est notre argent. Nous ne sommes pas obligés d'aller sur leur plateforme et remettre notre argent. Nous pouvions garder notre argent, mais aujourd'hui, ça évolue, vous ne pouvez plus faire des opérations commerciales sans utiliser le mobile money. Ma grand-mère au village vous dit, dépose-moi 5 000. Ok, et tu lui déposes les 5 000, elle pour aller retirer les 5 000, elle ne va plus retirer les 5 000. 4 975. Bon, ça pose problème. Donc je voudrais qu'on ait un peu de respect pour le consommateur. Et je vais profiter pour m'adresser, je ne vais pas citer le nom de la banque, mais je dis, j'étais dans une banque où j'ai vu des gens se plaindre pour prendre leur argent qu'ils ont déposé. C'est tout protocole. Il n'y a jamais la connexion. Il n'y a jamais la connexion. Et au-delà de ça, on a
les gens ont souscrit à la service, hein. Oui, à la carte César, qui se renouvelle automatiquement. Vous imaginez, votre carte est venue à expiration, vous allez à la banque pour retirer votre carte, on vous dit gaillardement, quand on a oublié de relancer votre carte. Et qu'il faut. Oui, dans mon cas. Et on relance, on vous dit, revenez dans un mois. Ça veut dire quoi? Si vous avez l'habitude d'opérer avec votre carte César, vous êtes obligé d'aller chercher le chèque de guichet. Et là, c'est au moins 1000 francs qu'on vous prélève. Donc, c'est une façon, on est en train d'escroquer les gens. Est-ce que nous sommes obligés de déposer nos sous à la banque ou bien sur MTN? Je voudrais que les responsables de MTN viennent nous donner des explications. Landry a parlé de la BCAO. C'est vrai que 30 jours avant, 30 jours après, quand vous informez la BCAO, est-ce que la BCAO a encore un pouvoir de décision? Ce qui est sûr, nous avons été déjà grugés pendant 30 jours. C'est à titre informatif. Donc, je voudrais qu'on prenne les responsabilités, que les gens prennent leurs responsabilités, parce que vous avez des milliers de clients que vous laissez dans le silence. Vous ne leur dites rien. Vous faites l'opération et ça. Quand je vais déposer, il n'y a pas de problème. Mais quand je vais sortir mon argent, peut-être c'est une façon de nous dire, quand vous déposez l'argent dans le portefeuille électronique, gardez ça au moins pour un temps pour leur permettre eux peut-être de faire d'autres opérations. Donc je dis, venez nous expliquer, il faudrait qu'au niveau des banques, vous allez voir aujourd'hui, il y a des agences qui sont fermées. Parce que il n'y a plus de déposants. On fait tellement de misère aux clients que les gens préfèrent désormais avec cette affaire de utiliser leur argent ailleurs. Donc, quand je vais déposer mon argent à la banque, on ne me dit pas, monsieur Soulé, ne dépassez pas tel nombre de millions. Mais quand je vais récupérer, on me dit, 50 000 francs CFA. Vous ne dépassez pas, il faut que je justifie. À partir de 50 000 francs CFA, vous devez voir la chef d'argent. Est-ce que quand je vais déposer mon argent, on m'a dit pourquoi je vais déposer mon argent? Non. Donc, il y a des choses qu'il faut qu'on explique aux populations. Quand on n'explique pas, nous, dans la rue, on vous attaque, hein? Vous ne parlez que de politique, les gens nous volent notre argent, vous ne dites rien, ou bien vous n'avez pas de l'argent à la banque. Nous, on n'a pas de l'argent à la banque, mais nous avons pour obligation, en tant qu'objecteur de conscience, de relayer. Donc, je voudrais qu'au niveau des banques, il y a forcément qu'on appelle une amicale ou une association des banques, qu'on explique aux Béninois comment les opérations sont désormais organisées à la banque, combien je dois déposer, combien je ne dois pas retirer. Il faut aussi que MTN, tout ça là, ce sont des transactions financières. Le drame, c'est que quand vous allez même poser la question, il n'y a souvent pas de réponse. Mais je vais vous dire une chose. Hier, dans une banque, une dame a été très arrogante avec moi. C'est parce que je suis un homme que je me suis tué. Vous me gardez là, je viens dans votre banque à 15h moins 10. Jusqu'à 16h, on ne m'a pas reçu juste parce que je voulais retirer ma carte. Après, la dame a dit que je suis occupé. Mais j'étais là avant d'autres. Quand je suis arrivé, il n'y avait que 2 personnes. Mais tous ceux qui sont venus après moi, elle les a reçus. Et mais moi, je n'ai pas voulu lui dire qui j'étais. Mais j'ai dit, bon, je me suis dit, madame, est-ce que je peux? On m'a envoyé quelqu'un de dire, bon, moi j'ai un autre rendez-vous en service. Est-ce que je peux retirer au moins ma pièce d'identité et vaquer à autre chose? Mais dans une banque, quand on dépose nos argent, nous ne sommes pas obligés d'aller dans banque X. On peut quitter banque X pour banque Y si nous ne sommes pas satisfaits. Donc il faudrait que désormais, qu'on mette le respect du client au cœur des opérations, que ce soit au niveau des réseaux mobiles, que ce soit au niveau des banques. C'est très important parce que les populations se plaignent. Vous imaginez, vous avez un enfant malade, vous courez au distributeur, vous mettez votre carte pour récupérer de l'argent. Pour aller sur votre enfant, on vous dit qu'il n'y a pas la connexion. Mais le drame, hein, Moïse Soudé, moi, on continue de me défalquer alors que ma carte est perdue. J'ai notifié par écrit que j'ai résilié ce on va vous dire que c'est la machine qui a programmé alors, ça. Je résilie le contrat par écrit, comme ils l'ont demandé, mais ils continuent de prélever 1200, je pense, par mois au niveau de ma carte. C'est ça, alors que j'ai déjà résilié le contrat. Malheureusement, c'est comme ça fonctionne sous nos cieux. Et si vous vous plaignez, il n'y a souvent pas de répondeur. Et c'est ça encore qui est. L'omerta au niveau de ces banques-là nécessite qu'on puisse vraiment, que l'État s'intéresse un peu à ça. Et de l'autre côté, hein, MTN, Momo SA, on continue de les appeler, de négocier avec eux, on continue de les joindre. Mais jusque-là, on n'a pas trouvé de répondeur à ce niveau-là. J'ai personnellement contacté le directeur, mais jusque-là, il n'y a pas de réponse. Alors que normalement, ils sont censés fournir des services pour lesquels les populations ont des interrogations. Et chaque fois que nous frappons à leur porte en tant que communicateur, en tant qu'informateur, il est de droit, parce que la loi sur l'information oblige cette structure à répondre à nos préoccupations. Nous espérons que les jours à venir, les directeurs de ces structures-là vont réagir promptement pour qu'on puisse véritablement informer. Et puis l'autre chose, hein, Landry Weton, c'est la pièce de 25 francs. La transaction avec 25 francs est un véritable problème. Un véritable problème parce que c'est une pièce qui est pratiquement en disparition. Et la BCAO doit le savoir. Et c'est compliqué parce que lorsque vous y allez, celui ou celle qui veut vous faire la transaction vous dit « moi je n'ai pas 25 francs ».
ou vous acceptez qu'on vous défasse 50 francs parce que lui ou elle ne veut pas perdre. Ouais, donc, ou si vous n'acceptez pas, c'est que vous allez ailleurs faire... Au-delà de tout, je voudrais que les consommateurs, ceux qui défendent les consommateurs. Voilà. Il y a un réseau, par exemple, qui vous dit, vous achetez crédit 1500, vous avez droit à 15 000, et puis on a pris beaucoup d'abonnés. Vlan se lève le matin, piam, on coupe ça, on ramène ça à moitié. Et sans aucune explication. Et l'association des consommateurs... c'est passé inaperçu. Quelle association? Donc, il faut dire que quand il y a, c'est leur droit de faire des augmentations, de faire des diminutions, mais par respect au consommateur qui a choisi opérer avec vous, il faut lui expliquer ça. Parce que vous avez un parent au village, tu lui as dit 5 000, vous lui envoyez 5 100 francs. C'est ce qu'on vous demande. Mais lui, elle, pour récupérer les 5 000, il faut qu'elle aille chercher encore une pièce de 25 francs qu'elle va donner à la dame avant de prendre ces 5 000. Ça pose un problème. Alors que les pièces de 25 francs, quand c'est neuf, on dit que c'est pour le fétiche. Quand c'est encore vieux, c'est toujours pour le fétiche. Parce que là, c'est des pièces qui sont difficiles à trouver. Je pense même qu'en Côte d'Ivoire, c'est des pièces qu'on n'utilise plus trop comme ça. Et je me rappelle une dame qui était venue ici, elle est allée dans une église, elle a vu les collectes, elle a vu 25 francs, 50 francs, elle a dit, mais là, revenez, le niveau de développement a encore de problèmes, parce que là, on continue d'utiliser les 25 francs, 50 francs dans les collectes, c'est compliqué. Tout ça pour décompresser un peu, mesdames et messieurs, nous allons rentrer dans le vif du sujet, le chargement hors gabarit dans notre pays. Le gouvernement a lancé beaucoup de travaux de construction de routes, d'infrastructures routières assez neuves. Malheureusement, ce qui tue les infrastructures routières, l'un des mots que nous avons identifiés, ce sont les chargements hors gabarit. Pourtant, nous sommes dans un État qui a réglementé ces choses à travers les dispositions légales. Moïse Soudé, lorsque vous regardez un peu les camions que vous croisez dans la rue, parfois vous voyez des camions surdimensionnés, qu'est-ce que cela vous fait? Moi, ça me révolte parce que la loi date d'octobre 2011. La loi date d'octobre 2011. Et ces différents camions ont passé des postes de contrôle. Ils sont passés devant des policiers. D'abord, ils ont quitté la plupart le port autonome de Cotonou. Ils ont été chargés à la sortie du port. C'est-à-dire une structure officielle. Et quand à la sortie du port, quand même, il y a des structures de contrôle là, on laisse sortir ces camions-là. Parfois, ce sont des camions, comme dit Landry, des camions branlants. Ça, c'est pas faux. On les laisse circuler. Ils transportent la mort. Tout le temps. Et ça veut dire quoi? Que depuis 2011, on n'a pas frappé. Si on avait frappé, je crois que les comportements auraient changé. Non seulement les camions hors gabarit, mais les surcharges, les taxis. Vous quittez loin, vous constatez que le gars il a déjà 4 personnes derrière, et c'est le dernier peut-être véhicule qui va passer, il est prêt à vous prendre. Et ça, vous passez des postes de contrôle, vous passez des postes de police, mais personne ne l'interpelle. Pourtant, la loi est là. On a parlé par exemple de pollution de la chaussée. Vous allez voir chaque fois, il y a des camions qui renversent du carburant ou bien du gasoil sur la chaussée, et c'est difficilement qu'on vient mettre ça pour nous permettre de circuler. Mais est-ce que les gens n'ont jamais payé les pénalités? C'est parce qu'on ne frappe pas que ça continue. Maintenant, si aujourd'hui on s'est décidé à punir, il faut véritablement punir, parce que tant qu'on ne va pas punir, tant qu'on ne va pas punir, par exemple, les contrevenants, ça va continuer. Oui, vous voyez un peu, ça, c'est des marchandises et des hommes. Mais... ça, c'est dans l'exagération. Je suis d'accord avec les convoyeurs de charbon, ceux qui donc, il va falloir que sur nos différentes routes, les forces de l'ordre soient encore un peu plus vigilantes. Peu importe qui est le propriétaire du camion, peu importe qui est le propriétaire des marchandises chargées au bord du camion, il faut punir, parce que ça passe par des postes de douane, des postes de police. Comment un camion quitte Cotonou, changement hors gabarit, et se retrouve à Parakou, par exemple? Ça veut dire que toutes les villes traversées là, il n'y a pas de force de sécurité, il n'y a pas de douaniers, il n'y a pas de militaires, il n'y a pas de contrôle routier. Donc il faudrait que chacun joue son rôle. Les lois existent, mais il y a des hommes qui sont chargés de les appliquer, et pas de complaisance. Parce que quand les dettes contractées pour réaliser les infrastructures, nous allons les payer. Nos enfants vont les payer. Les infrastructures ont une durée de vie. Durée de vie. Et quand vous dégradez la chaussée, on ne vous dit rien. Vous voyez, en temps, sur la route de Calavi, il y a des camions qui ont percuté
les poteaux électriques. Tout ce qu'il y a comme balise. Je me demande, et quand ils ont percuté les poteaux électriques, normalement, ils devaient prendre en charge la réparation. Malheureusement, aujourd'hui, sur ce tronçon-là, on est dans le noir. Non, mais là encore, il y a un flou parce que normalement, André Ouetton, c'est les assurances, à ce qui paraît, qui devaient prendre le relais de la réparation. Mais moi, je pense qu'on peut faire le contraire. On peut faire réparer au propriétaire et puis l'assurance va le dédommager. Bon, cette question d'assurance reste encore notre problème. Voilà encore une autre nébuleuse. Parce que rien ne prouve que ces camions-là sont assurés. Il y a et même quand ils sont assurés, c'est que la procédure fait que, bon, ceux qui ont cassé depuis 2 ans, 3 ans sur la route après les chantiers de Godomé, et jusque vers Kassato là-bas, si vous faites encore le tronçon, tout est encore par terre, les poteaux électriques sont par terre. Et tout est là. Personne ne dit rien, on les arrête un instant, après qu'est-ce que ça devient? C'est dans le meilleur des cas que ces camions sont conduits dans les fourrières, et puis après... Donc je crois que c'est un problème pertinent, c'est comment dirais-je, vous voyez ces images que nous voyons à l'antenne, c'est vrai que ce sont des images illustratives, hein? Oui. Il faut le dire, c'est des images illustratives. Mais ce sont des réalités. Des réalités. Et lorsqu'on parle des camions, voilà, il y a les petits véhicules aussi. Et quand on parle de surcharge, ce n'est pas seulement au niveau des bagages. Et Moïse l'a dit tout à l'heure, au niveau des hommes aussi. Lorsque vous êtes à Godomé, au niveau du CEG, que vous devrez aller peut-être à Comé, à Grand Popo, à Lokossa, à Zové, et que vous devez prendre un taxi, mais vous êtes entassé dedans. Vous êtes entassé, et qu'est-ce qu'ils font pour dribbler? Ils mettent une personne devant, et on dit à la personne, vous payez le double tarif, ou presque le double tarif si vous voulez rester seul devant. Il y en a qui acceptent de rester devant et de payer 1,5 fois par exemple le tarif, mais les autres sont obligés de s'entasser derrière, juste à ne pas pouvoir même respirer. Moi j'ai subi un cas la dernière fois où la fille, c'est une jeune fille, elle est épileptique. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais je crois que c'est la chaleur. C'est des véhicules qui d'habitude n'ont pas de climatisation même. Parce que vous êtes qui pour qu'on mette la clim alors que vous avez payé 2 000 francs pour aller là-bas ou 3 000. Donc la fille a commencé par suffoquer. On a dû s'arrêter pour la prendre d'abord en charge avant de continuer le trajet. Tout ça là, c'est des problèmes. Et donc quand on parle de chargement hors gabarit, c'est aussi des hommes. Il y a la surcharge. Oui, la surcharge. C'est-à-dire que on a dit le véhicule doit avoir un poids donné pour être en équilibre sur la chaussée. Absolument. Mais lorsque vous excédez ce poids, mais dans les pays, je ne comprends pas nos frères. C'est ça. Parce que quand le véhicule est en surcharge, celui qui conduit, nous avons tous un pays de conduire ici, celui qui conduit a de la difficulté à manœuvrer le véhicule. Absolument. Et ça, les dommages collatéraux, c'est encore les accidents que nous voyons sur nos routes. Je ne sais pas si beaucoup de Béninois ont emprunté une fois là-bas de Porga. Bien sûr. Pour sortir au Burkina Faso. J'y suis allé, on a vu, parce que c'est monté dans un village. Et j'ai vu le conducteur souffrir. Parce que c'était chargement hors gabarit. Il faisait... La tortue était plus rapide que ce camion. Et j'ai regardé, nous on allait un peu plus loin. J'ai dit, mais pourtant, ça a passé des postes de contrôle. Parce que la réalité ici, la loi elle existe, mais tant qu'on ne va pas sanctionner, tant que ceux qui sont chargés du contrôle ne seront pas conscientisés, ou dire, si nous laissons passer contre quelques miettes, nous mettons en danger la vie des populations. Parce imaginez en agglomération que ce camion qui a fait un chargement au gabarit, ça chute. Regardez d'abord au niveau d'Antokpa, vous voyez, passage à niveau, parfois il y a des camions qui n'arrivent pas à passer. Ou bien qui tombent là. Le commissariat n'est pas même sous les chantiers de Godomé. Ça a quitté la frontière jusqu'à Cotonou. Pourquoi personne n'a arrêté ça? Donc, il faudrait d'abord qu'au niveau de l'État, qu'on sensibilise les forces de sécurité et de défense, ceux qui sont chargés de contrôle, les douaniers, qu'on leur dise, si ça arrive, il faut arrêter ça. Ça peut être le camion d'un ministre, ça peut être le camion de la femme d'un ministre. Arrêtez ça. Parce que si vous laissez passer, quand ça va, il y aura accident, il y aura des dégâts humains. Et puis ça peut être votre parent. Et deuxième chose, il faut que nous-mêmes, citoyens, là, que nous décourageons ça. Absolument. Parce que les surcharges, vous savez très bien qu'il y a déjà 4 personnes derrière. Et le chauffeur s'arrête et vous dit de monter, et graduellement, vous montez. Et on dit non, 2 personnes avancent pour que les autres soient à l'aise. La dernière fois, vous savez, il y a même parfois des femmes qui enjambent le levier de vitesse. Parce qu'il n'y a plus de place. Et le chauffeur, c'est la nuit, vous tenez à rentrer à l'heure là.
et il vous prend. Et ça dépasse des postes. Moi, ce qui m'étonne, c'est que les gens peuvent d'incivisme et conduire comme ça. Mais ça dépasse des postes de contrôle et on n'arrête pas ça. Moi, c'est ça qui me répugne un peu. Donc la main crochue continue. Il faut arrêter ça. Il y a les ponts bascules. Sinon là, vous voyez, parce que normalement, ce que la loi prévoit, c'est 5%. Quand vous allez au 5% de la charge normale du véhicule, vous êtes déjà en surcharge. Oui. Selon la loi 2013-713, vous êtes déjà en surcharge dès que vous dépassez de 5%. Moi, ce que je vais proposer pour les camions qui sortent du port, il faudrait qu'un contrôle rigoureux soit installé à l'entrée du port. Pareil pour ceux qui sont aux frontières. Il y a la brigade du ceux port. Ceux qui sont aux différentes frontières. Oui. Quand c'est au gabarit, pardon, même si c'est la voiture du chef, là, ne laissez pas. Parce que d'habitude, on dit la voiture du chef, la voiture des tantampions, on laisse passer. Mais on oublie les dégâts sur la chaussée. Et sur les hommes. Et sur les hommes. Parce que l'autre chose, c'est qu'ils vont à une vitesse pas trop correcte, hein, en agglomération. Oui. Ces camions, Moïse Soudé, si vous les croisez, c'est comme s'ils voient tout le monde comme des... Mais oui, puis ils sont reperchés, vous êtes comme des menus flottants, on peut vous écraser, quoi. Donc, ils font sur vous, si vous ne cédez pas, bon, c'est à vos risques et périls. Il y a un autre cas, lorsque vous allez à la frontière, il a conduit par exemple, en quittant le Togo pour le Bénin, c'est des véhicules qui sont strictement contrôlés. Mais le surcharge, c'est à partir de... La surcharge, c'est plutôt à partir de il a conduit. C'est-à-dire qu'à partir de Grand Popo, on commence par récupérer tous ceux qui sont là, qui doivent venir à Cotonou, parce qu'on sait que sur le tronçon pour venir jusqu'à Cotonou, on ne contrôle rien. Mais le contrôle de l'autre côté là-bas est strict. Pourquoi chez nous, on ne peut pas faire la même chose? On laisse ces gens-là, les gens s'embarquent. Ils ont le temps même, le péage, les différents péages. Le péage de Grand Pau, je ne sais pas comment ils appellent ça. Et le péage de Ouida, à Roson. Mais il y a pourtant des militaires qui sont là. Il y a des gendarmes, des policiers. Les policiers, bon, voilà. Ils sont là, mais tout passe. On laisse passer parce qu'on se dit... Et même la charge à l'essieu, ils arrivent même au bascule, les camions, mais les bascules, normalement, devaient pouvoir signaler que là, il y a surcharge. Donc, vous savez, j'ai vu un patron de la douane un jour, à l'essieu, quand ils ont chargé, le chargement au gabarit, il a demandé qu'on décharge le camion. Jusqu'à ce qu'on atteigne le poids qui doit passer. Ah, il y a un problème, ils ont voulu le... Il dit non, non, non. Il dit d'abord, vous allez peser le camion à vide. Parce que vous savez qu'il y a des gens qui font les manœuvres. On va peser le camion à vide. Jusqu'à ce qu'on nous charge la quantité requise. Donc il faut ça. Il faut que les gens soient rigoureux. Parce que l'État, le président de la République, le ministre ne peut pas être partout. Ouais. Mais il y a des gens qui ont délégué le pouvoir de faire ces contrôles-là. Pourquoi ils ne jouent pas leur rôle? Alors qu'à la fin du mois, ils perçoivent le salaire. Il y a la campagne, il y a la NAT qui a été commis pour faire une campagne, hein, tout récemment. Je pense que la campagne est en cours. Ça a commencé. Mais je dis au-delà de la campagne, il faut qu'on donne un numéro vert. Non, il faut qu'on donne un numéro vert et qu'on nous permette, nous les citoyens, parce qu'on n'est pas seulement... Parce que vous savez, la dernière fois où j'ai relaté un fait qui m'a, comment dirais-je, qui m'a sorti de Megon, mais quelqu'un en commentaire nous a dit que je suis coupable. Que je dois être coupable parce que si ça met ce camion que j'ai vu à Kassoto qui a traversé l'échangeur de Gondomin et que j'ai appelé un policier, que je devrais faire quoi? Vous êtes policier. Je suis policier, je ne suis pas un policier. Vous avez obstrué le passage au camion. Voilà, je ne sais pas. C'est même pas ce commentaire qui m'a fait rire. On n'a pas élingué le camion. Oui. Il dit que le conteneur était vide. Que le conteneur vide ne pas tuer. Donc le conteneur vide ne peut pas tuer. Non, mais je crois. Non, c'est sûr que c'est un fils de transporteur. Je crois du confère que avec cette opération qui est lancée par le ministère du Transport, avec la main agissante qui est la NAT, lorsqu'on va continuer, on va commencer réellement par... Et nous, on aurait même souhaité que la NAT nous associe à cette campagne-là pour qu'on aille voir comment l'opération se passe sur le terrain. Le plateau est libre pour que la NAT vienne. Avant l'opération, il y a des véhicules que l'on a l'obligation de retirer de la sécurité. Absolument. J'ai vu un bélier, c'est souvent des camions béliers. Les béliers, apparemment, on en fabrique plus en Europe, je ne sais pas. Mais ce qu'il y a en Afrique, là, bélier, quand vous voyez, c'est terrible. Il faut retirer de la circulation un certain nombre. C'est encore mieux. Hein? Y, j'ai dit. Moi, j'ai évité les véhicules qui font encore taxi.
qui font transport, ils transportent les marchandises. Il y a des véhicules qu'on doit retirer de la circulation parce que les gens ont tellement malmené le châssis que le véhicule même, non, c'est penché. Donc le contrôle doit passer par là. Mais je voudrais demander à nos compatriotes, à tous les citoyens, de contribuer à cette lutte-là. Forcément, il y a la conscience professionnelle qui doit engager nos transporteurs. Mais il faut qu'on fasse preuve de patriotisme. Quand j'ai quitté le COSA et que j'ai vu que le véhicule était surchargé, ce n'est pas la peine que j'y entre parce que je veux rentrer forcément à Cotonou. Parce que lorsque vous êtes en surcharge, l'assurance ne prend plus en compte. Hein. Voilà, c'est ça qu'il faut savoir. L'assurance décline toute responsabilité quand vous êtes en surcharge. Il faut que nos compatriotes, on ne s'achète pas la mort. Ah oui. Et quand vous voyez que le véhicule est surchargé, laissez passer le véhicule, votre tour viendra. Donc, par rapport à ça, moi, je crois que lorsque cette opération, pour décourager ceux-là, sera vraiment une réalité, un peu comme le port des casques. Aujourd'hui, c'est devenu une habitude où, lorsque vous ne mettez même pas le casque, vous sentez que vous êtes vide. Il y a des casques qui laissent à désirer. Non, bon, ça c'est un autre débat. Et donc, lorsque aujourd'hui, c'est dans les habitudes des Béninois, il y a plus de problèmes. C'est comme le port de ceinture. Voilà, quand les gens rentrent automatiquement dans les véhicules, je dis, parce qu'ils savent que le policier qui est devant, s'il vous prend, vous payez la pénalité. Non, mais vous savez qu'au Togo, ça ne badine pas. Hein. Lorsqu'on parle de ces choses-là, ça ne badine pas. Ils vous pourchassent quand ils constatent qu'un véhicule les a dépassés, que ceux qui sont devant n'ont pas mis la ceinture, on vous pourchasse et vous payez la pénalité. Et je pense que par rapport à ça, on parle des surcharges, on a oublié nos amis, vos amis, là, les topa. Voilà, ils sont tout le temps en surcharge. Tout le temps. Vous savez. Et puis l'apprenti est debout hors du véhicule. Non, mais j'ai même vu hier, pas plus tard qu'hier. J'ai été surpris, j'ai dit mais ce n'est pas possible. Parce qu'on a rempli le bus, le minibus, là, le gars là, comment dirais-je, l'apprenti, il était derrière. C'est-à-dire que pas dans le véhicule. Hein. Non, hors du véhicule. Il est hors du véhicule et il a tenu, genre comme un truc escalier, le porte-bagages là qui descend. Et c'est derrière, il est là, il est accroché comme un magouillard et le véhicule filait. Devant le siège Godot, mais j'ai vu, et le véhicule m'a dépassé, le véhicule, il était derrière, ce qu'on a toujours dénoncé. C'est pas possible, oui. J'ai vu, en venant au studio tout à l'heure, j'ai vu un contraste. Alors que toujours ça s'appelle le passage à niveau de Tokwa, le policier a interpellé un Tokwa qui s'est arrêté là, comme on l'a dénoncé. J'arrive au niveau du pont, je constate qu'au beau milieu du pont, un autre Tokwa s'arrête. Et puis les clients couraient pour entrer dans le véhicule. Alors qu'on entre, je demande en courant. Si le policier venait et que le démarre en trompe, il faut que nous-mêmes, citoyens là, nous soyons moins têtus, qu'on soit conscients que c'est notre vie que nous exposons. Parce que même si le véhicule est assuré, la prise en charge n'est pas automatique. Non. Et là encore, vous aurez subi des impacts, peut-être irréversibles. Parce que là, la mobilité d'un homme dépend, n'est-ce pas, de la fonctionnalité de ces organes. On ne peut pas s'attaquer à la tanque au village. Je peux dire que c'est la tanque au village qui envoie le mauvais sort. Malheureusement, elle mange sa patte là-bas sans penser à vous. Je pense qu'il va falloir qu'il y ait une prise de conscience collective. Hein. Au niveau d'abord des populations, il faut éviter tout ce qui est véhicules surchargés. N'entrez pas dans les véhicules surchargés. Ça, c'est très important. Parce que le client qui entre là, c'est lui le démon. Mais lorsque vous entrez, alors qu'il y avait de la place, et que le monsieur décide de surcharger, vous descendez. En cours de route, vous descendez. C'est pourquoi il ne faut pas payer avant de rentrer dedans. Non, mais vous ne payez pas, le gars. Il faut payer à destination. Mais il faut payer à destination. Il dit que si vous ne voulez pas continuer avec lui dans la surcharge, il faut alors le payer, le transport. Non, pas la totalité. Pas la totalité. Je pense qu'il ne faut pas payer la totalité. Moi, je voudrais encourager l'État béninois. Vous savez, je vais parler des surcharges. Que l'État encourage les opérateurs économiques qui ont les moyens. Acheter des camions neufs. Non seulement des camions neufs, je parle des bus. Moi, je prends toujours l'exemple du Sénégal. Il y a les Tata, il y a les Djangaya, il y a les bus cars rapides que les gens utilisent. Comme nos amis de Porte-Novo. Et là, oui, maintenant, il faut encourager le transport en commun. Parce que c'est à défaut de transport en commun que les gens sont obligés de s'entasser. Même dans la métropole de Cotonou, vous allez voir les bus le soir, quand les bonnes dames quittent Tokwa pour rallier les agglomérations. C'est surcharge. Et quand vous y entrez, moi, en tant que journaliste, j'ai dit je vais faire l'expérience pour prendre Tokwa. Je revenais d'une radio de Porto-Novo. Si on avait Poutako. Arrivé à un moment donné, j'ai dû descendre parce que, ce que le conducteur conduisait ne me plaisait pas. Il y avait des odeurs
Donc, arrivé quelque part, j'ai dit, ah, j'ai oublié quelque chose, je suis descendu, j'ai payé, je suis parti. J'ai déjà eu les informations que je voulais. Et bizarrement, au moment où il filait, les gens dormaient parce que c'est le soir. Tout le monde est fatigué. Et lui, il conduit. Le chauffeur, il profite de ça. Il fatigué. Et parfois, les conducteurs, quand tu es dedans, tu fais des reproches aux conducteurs. Tout le monde te regarde. Tout le monde te regarde comme si... Non, non, pas que regarder, il s'attaque à vous. Mais oui. Ça, vous êtes qui? Vous êtes nouveau dans le circuit. Quelqu'un m'a dit, mais si tant que tu ne veux pas confier, tu aurais pu acheter ton véhicule et ne pas en prendre un. Carrément. Oui, bon. Carrément. Voilà, je pense que une prise de conscience collective, hein, aussi bien au niveau des populations que des décideurs, permettra de lutter contre la surcharge, les chargements hors gabarit et surtout de protéger les infrastructures que nos États mettent beaucoup de milliards à construire pour le bonheur de la population. Également, ça permettra de sauver des vies parce qu'on roule bien, on fait bien les choses sur la route. Ce sont des vies qui sont sauvées et ça, c'est très important pour la quiétude au sein de la République. Nous allons suivre cet élément témoin et on revient dans ce studio pour continuer. C'est dans une ambiance détendue et empreinte de dialogue que le président Patrice Talon a reçu au palais de la Marina plusieurs dirigeants des entreprises du secteur privé, banquiers, industriels, prestataires de services ou encore acteurs du secteur des infrastructures ont pris part à cette rencontre informelle. Objectif, consolider une collaboration dynamique en faveur d'un environnement propice aux investissements et à une croissance partagée. J'ai souhaité échanger avec vous de manière conviviale, sans stress. Moi, j'ai le bonheur de constater que sur ces 5, 6, 7 dernières années, le Bénin progresse bien et donne un signal de progrès. Ce qui veut dire que si nous entretenons cette ambiance-là, que quand on vient au Bénin, même si on ne fait pas fortune du jour au lendemain, on peut grandir. Et c'est en ça que le gouvernement tout entier, d'abord remercie les entreprises, qu'elles soient petites, moyennes ou grandes, et notamment les grandes, et qui donnent le signal d'un pays qui commence à rassurer. C'est une bonne perception et que le Bénin rassure les investisseurs, rassure ceux qui sont installés au Bénin. Nous allons attirer d'autres. Donc pour nous, il est important que l'environnement, l'écosystème actuel soit attractif. Mon souhait est que le Bénin, qui tout doucement montre qu'un pays peut se développer, aussi petit soit-il, qu'il ait des ressources minières ou non, qu'il ait la grâce d'avoir du pétrole ou du bois ou ceci. Ces choses-là, nous ne les avons pas, mais nous montrons très bien que même sans ça, on peut se développer pas à pas si l'environnement permet aux uns aux autres, du plus petit au plus grand, de travailler. Qu'on soit artisan, qu'on soit zémédian ou qu'on soit importateur ou industriel, si l'environnement est bon, que tout le monde travaille, on peut se développer. Et vous contribuez à ça. À l'issue des échanges, les chefs d'entreprise ont exprimé leur satisfaction quant à cette initiative de dialogue avec le président de la République. Écoutez, je ressors plus que content, satisfait et avec une visibilité sur l'avenir. Voilà. Nous avons l'avantage d'avoir un président qui est un visionnaire, qui l'a démontré au travers de ce qui a été fait avec son gouvernement, et on voit un peu tout ce qui a été pris comme décision en termes de réformes qui ont fait faire au Bénin un bond spectaculaire. Un bond spectaculaire en ce sens que on voit un peu les réalisations, on voit un peu l'attractivité et on ressort encore réardi. Le président nous a donné un peu sa vision des prochains chantiers, de ce qu'il entend de faire, en nous rassurant et en nous encourageant à continuer à faire ce que nous avons à faire comme part en ce qui nous concerne. Bonne continuation et longue vie au président, et en tout cas on est très content pour ce que le Bénin représente aujourd'hui comme vitrine pour l'Afrique. Je ressors très réconforté avec tout ce que nous avons entendu. Nous avons vu son Excellence Monsieur le Président de la République nous parler du Bénin. Nous avons senti une vision, nous avons senti une volonté de faire du Bénin une terre d'investissement. Et ça, c'est extrêmement important dans une Afrique aujourd'hui qui doit se positionner
qui doit tirer parti, j'allais dire, du développement et de ses compétences. Donc nous avons véritablement apprécié et nous allons faire des notes à nos groupes. Je pense que le Bénin, comme on dit, c'est the place to be actuellement. Voilà qui annonce de très belles perspectives pour le monde des affaires au Bénin. Voilà, Patrice Talon qui rencontre des opérateurs économiques, Landry Weton, des banquiers, des hommes du monde des affaires. Quand vous suivez cet élément, qu'est-ce que cela vous inspire? Ça fait chaud au cœur. Ça fait chaud au cœur de constater que le chef de l'État a décidé depuis un certain temps de décompresser, d'avoir une autre démarche, une autre approche, beaucoup plus, je vais dire, humaniste, déjà qu'il était dedans, mais bon, on a senti qu'aujourd'hui, il a décidé quand même de s'ouvrir encore un peu plus à tout ça, juste que dans ce lot d'entrepreneurs, d'opérateurs, il n'y a pas quelqu'un des médias, quand même, les médias, il y a des entreprises des médias dans ce pays. Peut-être que il est en train de penser à recevoir ces gens. Donc, vous posez un problème, comment la sélection a été faite, hein, de ces chefs d'entreprise. Il a surtout dit les grosses entreprises. Voilà. Mais moi, j'ai reconnu personne. Hein. Bon. Et quand je regarde la nature des personnes, si on peut ramener un peu les images, hein, quand je regarde un peu la nature des opérateurs économiques qu'il y a là, ma foi, journaliste que je suis, c'est vrai que je connais un peu les opérateurs économiques, un peu, hein, au Bénin, mais là... J'ai eu du mal à reconnaître. Non, moi j'ai vu le président de la Fédération béninoise de football qui a son entreprise, de Chacus. J'ai vu des patrons de UBA là que je connais. Absolument. Voilà. Les banques. Des banques, voilà. Voilà. Mais au-delà de ça, il n'y a pas eu d'entreprise de poids. Quand on sait qu'il y a des grands groupes, il y a des groupes aujourd'hui qui sont là, qui auraient pu. Peut-être que il y en a qui se sont fondus dans la masse que nous n'avions pas vue. Si tel est le cas, on prie. Peut-être que c'est la première vague. C'est ce que je suis en train de dire. Peut-être que le chef de l'État acceptera de rencontrer cette masse de journalistes, plus dans un principe sélectif. Très sélectif. Oui, très sélectif, parce que, écoutez... moi, je n'ai jamais été invité. À 8 ans ou à 9 ans, je n'ai jamais été invité au palais de la République. Pourtant, dans les médias... On est dedans, ça fait un peu de temps. Là, on n'est pas le point. Non, je crois que dans la dynamique, moi, j'ai apprécié. J'ai apprécié parce que démarche, hein. lorsque ça se passe comme ça, ça rassure. Ouais. Ça rassure de ce que nous sommes en train d'aller tout doucement vers ce que nous aurions souhaité. C'est dit que l'émancipation de tout un chacun de nous, il y a aujourd'hui des routes qui se font, il y a des choses qui se font, tout n'est pas forcément rose, mais il faut reconnaître que dans la dynamique, on sent que le Bénin n'est plus le Bénin d'hier. On parlait en off tout à l'heure de ce passeport biométrique. C'est l'un des passeports les plus respectés aujourd'hui en Afrique et peut-être partout dans le monde entier. Ouais. Et c'est un actif de ce régime de président Talon. Et donc, lorsqu'on voit ce parterre, on se dit, tiens, donc ça veut dire qu'on continue de croire à la vision du chef de l'État, parce que ceux-là qui sont là, c'est quand même des apporteurs d'affaires dans la République. Et le chef de l'État même l'a dit, si on a la quiétude, si on sent que l'environnement est sécurisé, on peut éjecter de l'argent, le Zémidjan peut trouver de l'argent, la bande d'âme peut trouver de l'argent, et chacun, petite, moyenne, grande entreprise, chacun se fera son petit au beurre dans cette histoire-là. Donc, je crois que dans la dynamique, on ne peut qu'être fier de ce qui a été fait. On ne va pas dire que c'est de n'importe quoi. Mais, toujours est-il qu'il y a d'autres qui sont petites entreprises, comme nous autres, et qui avions besoin aussi, même si ce n'est pas forcément de le chef de l'État, et que les structures indiquées nous écoutent aussi. On apporte ce que nous pouvons à la République, comme on le peut, avec nos petites ressources. Voilà. Voilà, Moïse Soudé, le chef de l'État, qui a décidé de rencontrer les acteurs de l'environnement des affaires au Bénin. Moi, je ne serais pas aussi enthousiaste que Landry. Bon. Il dit, mais pourquoi maintenant? Mieux vautard que jamais. Non, il a parlé de... Oui, je suis mieux vautard que jamais. Il a parlé de sans stress, ça veut dire quoi? Beaucoup ont perdu les emplois dans ces entreprises-là. Parce que ces entreprises n'avaient plus
des facilités au pays. Disons les choses clairement. À un moment donné, les entreprises se sont dit, mais on fait venir tout de l'extérieur. On fait venir tout de l'extérieur et ne pourront plus atteindre leur chiffre d'affaires. Ils ont été obligés de se débarrasser de leurs employés qui se retrouvent à la maison. Donc, il faut d'abord noter ça. Peut-être qu'ils en ont parlé lors de la mais séance. nous, on constate, parce qu'on a dit que c'est une rencontre informelle. Bien sûr. On constate que, bon, pendant longtemps, pendant 9 ans pratiquement, on les a bottés à la touche. Il y a des banques là, mais certaines de ces banques-là ont fermé on réduit sensiblement leur personnel parce qu'il n'y avait plus la rentabilité. Donc il faut que, peut-être que le chef de l'État, il a compris que cela se plaignait parce que nous, on est là, quand même, on a recruté des compatriotes, mais on ne nous fait pas. Le timing choisi, selon vous, n'est pas bon. Si je dis maintenant, les gens vont dire qu'il est toujours là à raconter des histoires. Le timing, c'est que le chef de l'État veut finir en beauté son mandat. Donc, il a voulu discuter avec eux parce que beaucoup se sont plaints. Qu'on ne se trompe pas, ces opérateurs se plaignent. Et là aussi, ce n'est pas tout le monde. On a sélectionné, on ne peut pas inviter tout le monde. On n'invite pas les voix discordantes à ces gens de réunion-là. On ne les invite pas. Soyons honnêtes et clairs, on n'invite pas les voix discordantes. Parce qu'il y a d'autres qui se sont vus, qui ont été obligés de fermer. Donc, aujourd'hui, si on a relancé le débat et qu'on veut désormais les associer au développement socio-économique du Bénin, tant mieux. Mais qu'est-ce qu'on peut attendre de cette rencontre-là? Non, c'est que dans les jours à venir, peut-être qu'ils seront associés à un certain nombre de décisions. Peut-être, on va dire, au niveau des impôts, on va essayer de réajuster. Il y aura peut-être des, comment vous appelez ça, des exonérations par rapport aux impôts. On va leur faciliter des portes pour qu'ils puissent mieux faire les affaires parce que ce sont nos compatriotes qui travaillent dans ces entreprises-là. Et on a reproché un peu au gouvernement là de ne pas faire dans le social. Parce que quand vous travaillez dans une entreprise qui avait 100 employés, qui est obligé de se débarrasser de 50 employés, il y a problème. Il y a problème. Donc aujourd'hui, les gens sont sortis satisfaits parce qu'au moins on leur donne la possibilité de discuter avec le chef et de poser leurs problèmes. Donc il y a d'autres secteurs dans lesquels... Mais le chef dit que ça marche, ça va. Oui, ça marche. Chef le dit. Je vais demander à la réalisation de nous amener juste le propos de Patrice Talon où il dit que ça va. Oui, le chef dit ça va. On va suivre avec la complicité de Josué cet extrait du chef de l'État où il dit que c'est rassurant, c'est prometteur. Et ça, Moïse, ça va à l'encontre de ce que vous dites. Pour nous, il est important que l'environnement, l'écosystème actuel soit attractif. Mon souhait est que le Bénin, qui tout doucement montre qu'un pays peut se développer, aussi petit soit-il, qu'il ait des ressources minières ou non, qu'il ait la grâce d'avoir du pétrole ou du bois ou ceci. Ces choses-là, nous ne les avons pas, mais nous montrons très bien que même sans ça, on peut se développer pas à pas si l'environnement permet aux uns aux autres, du plus petit au plus grand, de travailler. Non, ce que je dis tantôt, le Bénin se développe. Mais quelle est la part accordée aux entreprises locales? C'est ça mon problème. Parce qu'on constate que la plupart, beaucoup... sont des gens qui viennent d'ailleurs. D'ailleurs, donc, on parle de collaborateurs extérieurs. Il faut qu'on puisse donner de l'énergie. Il faut maintenant, parce que quand quelqu'un crée son entreprise, c'est pas de la philanthropie. Parce qu'il doit payer les charges salariales, il doit payer les impôts, et les impôts servent à réaliser des infrastructures dans le pays. Mais quand j'officie dans un pays et que je n'arrive pas à rentabiliser mes investissements, ça pose un problème. Mais je dis, c'est déjà un départ. Peut-être qu'avant les élections de 2026, on va multiplier les rencontres pour rassurer les opérateurs économiques que, bon, ils peuvent opérer tranquillement. Voilà, Landry Weton, je pense quand même que l'un dans l'autre, déjà c'est heureux d'écouter les acteurs et d'entendre de leur bouche peut-être ce qui ne va pas. Comme il a dit, on a jeté un certain nombre de balises et là on est en train de donner de l'espoir à ces acteurs-là. Oui, de l'espoir, ils en ont besoin, on en a tous besoin et je ne suis pas forcément d'accord avec ce que Alphonse Moïse Soulé disait tout à l'heure.
Pourquoi maintenant vaut mieux tard que jamais? L'État étant une continuité, c'est peut-être un terrain qui sera balisé pour ceux qui vont venir prendre les rênes de ce pays et continuer dans cette même dynamique. Si hier, on est tous d'accord, on a tous subi plus ou moins ces réformes au niveau des entreprises, vous en savez quelque chose, j'en sais quelque chose, mais si aujourd'hui le chef de l'État a décidé de refaire les choses, on ne peut que applaudir. On peut ne pas être enthousiasmé, mais on ne peut qu'applaudir pour lui dire la dynamique, elle est bonne. Si on peut avoir d'autres personnes... Valentin a parlé du timing. La dernière fois, nous sommes revenus sur la levée de l'interdiction des ventes de produits. Vous savez que parmi ces entreprises, il y a des gens qui utilisaient les produits qui transformaient. Aujourd'hui, le timing, c'est une question de timing. Les gens peuvent interpréter mal, c'est leur problème. Ma compréhension des choses, c'est que le timing est bien fait. Et vous allez voir dans les jours à venir, d'autres éléments vont confirmer. Déjà, on a rencontré le week-end passé les femmes de Tokpa, les femmes des grands marchés du Bénin. Sur les avantages des handicapés. On est revenu sur les avantages des handicapés. Donc, ne soyons pas surpris si bientôt on revoit la situation des dialysés, ainsi de suite. Donc, il y a les ministres qui ont rencontré les femmes des marchés du Bénin, les nouveaux marchés, on a vu des femmes. Et ça nous rappelle une époque. Non, ça nous rappelle une époque. Non, mais même la rencontre avec les journalistes, ça apporte quoi? Landry, on va rencontrer les journalistes. Mais vous avez été déjà suffisamment clair. Ça sera très sélectif. Ça sera très sélectif. Ah, vous n'êtes pas sûr d'être sélectionné? Les gens ne supportent pas les voix discordantes à ces rencontres. Donc vous ne serez pas à la rencontre? Si vous avez l'invitation, vous irez. Qui suis-je? Voilà. Très rapidement, en quelques mots, bientôt, on va toucher. On ne pourra plus toucher au texte qui guide les élections, Moïse, très rapidement. Non. La date échue c'est passé. C'est le 11 juillet. Et c'est passé. C'est le 11 juillet, c'est passé. Parce que les élections législatives communales, c'est le 11 janvier. Autrement 2026. Dit, on est resté droit. Mais on est resté droit jusqu'à la seule possibilité qu'il y a. C'est le consensus. Que les gens, oui, on peut décider. On a dit, l'article 2 dit aucune réforme substantielle de la loi électorale ne doit intervenir dans les 6 mois précédant les élections sans le consentement d'une large majorité d'acteurs politiques. On peut faire comme en 2019, un dialogue politique qui a entraîné, qui avait comme premier point de l'ordre du jour toilettage du code électoral. C'est ce qu'on a fait en 2019 qui a entraîné la première révision de la Constitution. Voilà. Est-ce que c'est ce schéma-là qui va se dessiner encore? Parce que, il faut dire, comme vous regardez les élections de 2023, je parle des législatives. Vous savez que dans la 16e circonscription électorale, seul l'UPA peut avoir un seul député, Maître Djobenou, à Parakou, Yahi Bouni a élu domicile, pratiquement aussi un député. Donc, déjà, la mouvance n'a pas pu avoir les 20%. Même s'ils s'associent dans certaines inscriptions, ce n'est pas évident qu'ils aient les 10%. Donc, il va falloir qu'on trouve un consensus. Et peut-être, les gens vont proposer le dialogue. Et puis, s'il y a un troupe perdu, il peut prendre juste une circonscription en otage, et puis il reste là, il fait son plein là, et puis bon, il embrouille toutes les cartes. C'est tout. Voilà. Landry, rapidement. Oui, je crois que c'est folklore. Hein, il faut faire avec. Et avec ce qui se dessine aujourd'hui dans l'arène politique, moi je reste très pessimiste quant à une ouverture sur la relecture de ce code. Nous on a dit ici, ce qui n'a pas marché, si les 6 articles de ce code posaient problème, malheureusement, on n'a rien fait, comme le dirait l'autre, allons-y. Voilà, et puis nous allons dire aux acteurs politiques de mouiller les maillots autant que cela se peut, pour qu'on puisse rester dans les dispositions légales prévues par les textes de la République. De toute façon, le Bénin est à nous tous, et nous sommes appelés à travailler pour son émancipation. Nous, on espère que les différents ministres concernés par les sujets abordés vont mettre les bouchées doubles pour que les problèmes soulevés trouvent de solutions, notamment cette question de chargement hors gabarit et de surcharge de nos véhicules dans les cités. Excès de vitesse également, on en constate encore malheureusement. Et nous espérons que la rencontre entre le président Patrice Talon et les chefs d'entreprise du Bénin, certains chefs d'entreprise, peut-être que cela va s'étendre à d'autres, permettra de trouver des solutions aux problèmes qui ont été évoqués au cours de cette rencontre. Et on encourage le chef de l'État à en faire davantage, ces genres de rencontres, pour que l'atterrissage soit un atterrissage très intéressant pour le bonheur de toute la population béninoise. Quant aux élections,
wait and see, nous attendons déjà en octobre, je pense autour du 14 octobre, on sera en train de connaître les différents candidats qui ont déposé les dossiers au niveau de la Sénat. On sait que dans les états-majors des partis politiques, ça commence pas à grouiller, donc on espère que la jeunesse ne sera pas oubliée dans le choix des candidats, parce que là encore, nous sommes en Afrique et la pyramide, la base est assez large. Travaillons donc pour le bonheur de ce peuple, travaillons pour que le lait et le miel coulent en abondance dans notre pays. On a serré les ceintures sur 9 ans, on espère que l'atterrissage sera intéressant et que le relais sera pris avec beaucoup de dextérité pour le bonheur de la population béninoise. De toute façon, quand on veut remplacer quelqu'un comme Patrice Talon à la tête d'un État, il faut courir, il faut se lever assez tôt. Et on a vu un certain Daniel Eda qui est venu une fois dans une sortie sporadique et qui a redisparu. On a vu un autre qui, quelques jours après, s'est retrouvé hors du pays. On espère que les voix qui veulent donc gérer ce pays vont sortir pour nous présenter un très beau programme qui va damer le pion, peut-être au programme d'action du gouvernement qu'on a exécuté jusque-là. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour cette émission. Gardez votre position d'écoute, car sur Speedline, on continue de travailler pour que on puisse apporter des solutions aux problèmes soulevés dans ce pays. Merci à chacun et à tous et à la prochaine.